Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam, mais une facecam particulière. C'est une facecam qui m'aura demandé plusieurs heures de préparation. C'est pas habituel sur ma chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai fait une facecam qui m'a pris aussi du temps, c'était une étude de cas sur quelqu'un de Twitter et tout ça. Et je renouvelle un peu l'expérience de l'étude de cas. Et cette fois, je vais prendre plus globalement Twitter. Oui, je vais encore parler Twitter. Je sais, vous allez me dire, mais arrête de porter de l'attention, etc. sur Twitter. En fait, ce qui se passe depuis maintenant quelques mois, voire une année et demie à peu près, c'est qu'il y a une dérive de plus en plus importante sur Twitter. Il y a des comportements de plus en plus particuliers qui méritent, je pense, l'attention et qui, moi, me parlent. Alors, vous savez, je vous l'ai dit depuis quelques temps, voilà, quand on m'envoie des captures d'écran, etc., des liens et tout ça, je vais voir par curiosité. Et j'ai comme ça pu constater de plus en plus des comportements. Alors, je veux pas dire des comportements de haters. Dans ma recherche et tout ça, je vais plus appeler ça des comportements de contestation. Voilà, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord et qui l'expriment verbalement, publiquement, etc. Mais j'ai constaté justement un changement de plus en plus radical encore une fois, j'ai pas envie d'utiliser de termes péjoratifs parce que cette vidéo n'est pas dans le but d'attaquer ou quoi que ce soit, c'est juste dans le but de constater et de faire un peu l'analyse et faire un peu l'exégèse de ce que j'ai pu trouver sur internet. Mais voilà, j'ai constaté un changement de comportement dans ce qu'on m'envoie et de ce que j'ai pu lire sur Twitter, etc. qui est pour moi en fait malheureusement fascinant parce que c'est triste déjà. C'est triste, parfois c'est dur à lire, parfois c'est incompréhensible, parce qu'en fait ça met juste en avant des valeurs qui ne sont pas les miennes, des principes qui ne sont pas les miens, des comportements que je n'ai pas forcément. Et c'est toujours difficile de se mettre à la place des gens et de se dire pourquoi ils font ça. C'est pour ça que j'ai voulu préparer cette vidéo, j'ai pas voulu vous la tourner d'un bloc comme ça, comme d'habitude, improvisé, même si j'aime bien les facecams improvisés, parce que je trouve que ça rajoute du naturel et tout ça. C'est un sujet que je pense méritait quand même du travail plus approfondi, de la recherche, de la constatation, de la mise en avant, de l'analyse et tout ça. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc ça fait déjà peut-être une semaine que j'y réfléchis, ça fait une semaine que je pense à ça et je me dis comment je peux approcher un petit peu ce sujet, comment je peux le manipuler en gardant, et ça c'est très important pour moi, une objectivité maximale parce que je suis concerné par ces comportements sur Twitter, mais d'un autre côté j'ai envie de garder de la distance et j'ai envie de garder de l'objectivité et comme je vous l'ai dit, juste mettre en exergue certains comportements et poser surtout des questions. Voilà, c'est très important pour moi que cette vidéo soit pas une attaque frontale, ne soit pas une dénonciation, mais plus une question, en fait, une question générale sur le pourquoi du comment. Et pour ça, j'ai essayé de vous faire une vidéo beaucoup plus travaillée que d'habitude, donc j'espère que vous l'apprécierez, j'espère que vous constaterez le travail différent de d'habitude, que c'est une vidéo différente de d'habitude aussi. Je sais que des gens vont me dire « Oh, t'aurais dû faire ça comme ça, etc. » Je le sais, je ne suis pas parfait, mon travail n'est pas parfait, je suis créateur, j'ai pas quelqu'un au-dessus qui me dicte quoi que ce soit ou autre, donc je suis malheureusement le seul à même de critiquer mon travail et je suis le seul à même de pouvoir créer ce travail et donc je peux faire des erreurs comme ça arrive à tout à chacun. Bref, donc nous allons faire une étude de cas sur le comportement global de Twitter, du hashtag, donc vous le savez lequel, et un peu tout ce qui se passe depuis maintenant quelques temps parce que le comportement sur Twitter a changé, a évolué et je trouve ça impressionnant qu'après plusieurs années les gens soient toujours là sur Twitter, toujours là à commenter, à regarder les vidéos, les lives, les stories pas que de moi mais de tout le monde, etc. parce que j'ai pu constater que d'autres influenceurs sont concernés aussi par la critique, alors beaucoup moins, mais sont aussi concernés par la critique, par l'attaque, etc. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo travaillée et j'espère que ça sera le cas et que vous passerez un bon moment. Donc c'est parti, je vais rester objectif le plus possible, je me suis fait comme ça 5 pages de script et je vais essayer point par point d'analyser un petit peu tout ça et de vous sortir un peu ma conclusion et les questions que je me pose, dont j'ai pour certaines pas la réponse. Voilà, donc j'ai détaillé cette étude de cas en 17 parties, donc on va essayer comme ça d'étudier, d'analyser ces 17 parties bien distinctes, d'y répondre. Je vais essayer d'y apporter des éléments de réponse, je vais essayer d'y apporter des informations ou des choses des opinions aussi que je pense, tout simplement. Je ne dis pas que ce que je dis est la vérité, encore une fois, j'essaie d'être objectif le plus possible, même si je suis concerné, c'est pas facile, mais je vais essayer de rester le plus objectif possible et on va comme ça analyser point par point les problématiques que j'ai soulevées et les questions que je me suis posées à moi-même et que je vous pose aussi. Donc on y va, on commence par la première partie.
Alors, Twitter a été créé en 2006 par Jack Dorsey ainsi que ses collègues. C'est un réseau social qui a été créé à la base pour contrer un petit peu Facebook. Ensuite, il y a Instagram, TikTok, etc. Mais c'est un réseau social qui a longtemps fait parler de lui. Donc voilà, ça fait maintenant plus de 16 ans qu'il existe. Enfin, presque 16 ans, on n'est pas encore en 2022. Il compte des millions d'utilisateurs, des millions de tweets aussi. Les tweets, ça veut simplement dire des gazouillis. Donc l'intérêt du réseau social Twitter, principalement, c'est de pouvoir écrire un petit peu ce qu'on veut avec une limite de caractère. Moi, j'ai toujours pensé que Facebook, c'était raconter sa vie, Instagram, c'était imager sa vie, et Twitter, c'est résumer sa vie. Voilà. Sauf que le problème, c'est que les gens, au lieu de résumer leur vie, etc., c'est devenu un petit peu le réseau de référence pour tout ce qui est critique, insulte, haine en ligne, diffamation, dénonciation calomnieuse, etc. Et là, je n'invente rien parce que pour étayer mes propos, j'ai récupéré des dizaines d'articles de presse qui font état du manque de modération sur Twitter, qui font état de plaintes pour haine en ligne. Twitter a déjà été condamné à plusieurs reprises par divers pays, diverses justices de divers pays pour son manquement grave à la lutte contre le cyberharcèlement, etc. Donc c'est pas nouveau. Vraiment, Twitter a fait vraiment parler de lui d'un mauvais côté. Hein. Il y a quelques années, on disait même que Twitter allait fermer, que c'était la fin de Twitter, etc. Finalement non, Twitter est toujours là et les problèmes malheureusement sont toujours là, malgré des changements de conditions générales d'utilisation régulières, malgré parfois l'imposition de certaines règles et certains actes de modération, on vous continue de voir de la haine en ligne et il est pas rare de constater que certaines personnalités publiques, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des personnalités publiques politiques, etc., décident de quitter ce réseau social parce qu'ils estiment qu'il n'y a aucune modération et qu'il n'y a aucun intérêt à être sur un réseau social où la haine prédomine, le jugement prédomine et il ne peut pas y avoir de débat. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Twitter, moi je ne l'utilise pas, j'ai eu un compte il y a de nombreuses années, mais je n'aime pas trop, j'aime pas déjà son mode de fonctionnement et je trouve que malheureusement Twitter c'est un peu comme une cour d'école où ça sera à celui qui gueulera le plus fort, à celui qui insultera le plus, à celui qui fera le plus parler de lui, quitte à pousser à des gens à des comportements parfois, et j'ai des articles de presse là-dessus, qui peuvent pousser parfois à des suicides, à des dépressions, à des choses comme ça. Deuxième point, contestataire, est-ce que c'est un comportement moderne? On sait très bien que depuis la nuit des temps, les gens ils aiment bien raconter des ragots. Ils aiment bien raconter des rumeurs, ils aiment bien converser, ils aiment bien s'échanger des informations, ils aiment bien un peu, on va dire, bitcher, ils aiment bien un peu raconter leurs opinions sur d'autres personnes, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de... Voilà, ça existe depuis la nuit des temps en fait, il y a rien de nouveau sur Twitter. C'est pas Twitter qui a créé la haine existait déjà, la discrimination existait déjà, la diffamation aussi, les dénonciations calomnieuses aussi, tout ça existait déjà. Est-ce que quelque chose a fait que ça a rendu ça plus important, qu'on entende plus parler que d'habitude? Je ne sais pas. C'est la question qui peut se poser, voilà. Est-ce que finalement, ce qu'on constatait dans les petits villages, des choses comme ça, tu vois, où entre mamies, elles se racontaient les petits potins du village, et puis finalement, quand ça arrivait aux oreilles de la personne concernée, ça déboulait à une dispute, à une bagarre, etc. Un tel a dit quelque chose sur un tel et tout ça. Est-ce que finalement, c'est pas la technologie qui a fait ça? Est-ce que la technologie n'est pas un catalyseur de ce genre de comportement? Est-ce que c'est pas c'est pas l'accès aux réseaux sociaux? Alors à la base, c'était des forums au début, les gens s'installaient sur des forums et ils commençaient comme ça à donner leurs opinions, à attaquer l'un, attaquer l'autre. J'ai aussi fait partie de forums automobiles ainsi que d'autres forums et j'ai toujours constaté un petit peu des fortes têtes qui venaient un peu raconter leur opinion sans vraiment de tact, sans vraiment mettre la forme dans ce qu'ils disaient et tout ça, et ça créait des conflits. Et ensuite, on a vu l'avènement des réseaux sociaux, donc entre Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ça a mis un petit peu au grand jour les comportements qui, je pense, existaient déjà. Alors moi, mon opinion, et je vous donne mon opinion là-dessus, c'est que je pense que Twitter ainsi que les autres réseaux sont surtout des catalyseurs de haine. Ça veut dire que c'est des réseaux en fait qui ont accéléré, qui ont amplifié aussi énormément ce mouvement de contestataires, pardon si des fois j'utilise le mot de haine parce que voilà, comme j'ai dit, j'essaie d'être objectif mais c'est pas facile, mais je pense que les réseaux sociaux ont poussé comme ça à augmenter, à amplifier et à accélérer ces comportements contestataires sur internet qui existaient déjà auparavant. Troisième point, mon expérience sur Twitter. Alors mon expérience sur Twitter, moi comme je vous ai dit, j'ai pas de compte Twitter, mais du plus longtemps que je m'en souvienne, c'était il y a de nombreuses années, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. J'utilisais Facebook, mais je regardais aussi souvent le journal. Et j'avais constaté un article, je crois sur le 20 minutes, ou je sais plus quel journal, ou la Tribune, je sais plus, qui commençait à parler un petit peu de la haine sur Twitter, et ça concernait une candidate de L'amour est dans le pré. Il y avait une candidate, qui était un petit peu, alors affichée à l'écran, parce qu'attention à ce qu'on nous montre dans les émissions de télé,
mais c'était une candidate qui était, voilà, qui était un petit peu énervante dans l'émission. Et j'avais lu cet article de la Tribune, il me semble, la Tribune de Genève, où il listait comme ça des tweets de gens qui souhaitaient sa mort, qui voulaient lui mettre une baffe, etc. Qui parlaient carrément de menaces physiques. Alors on va dire oui, mais c'est que des mots, mais cependant, la personne derrière qui lit ça peut avoir peur, on ne sait pas comment elle va réagir derrière, vous savez pas du tout comment les gens peuvent encaisser ça, et c'est là où j'ai constaté pour la première fois, en tout cas sur Twitter et les réseaux sociaux, la haine sur internet, enfin les contestations sur internet. C'est vrai que moi ça m'avait vachement surpris, et ensuite, concernant le hashtag principal, donc le hashtag, vous le savez très bien lequel, qui me concerne aussi, ce hashtag en fait est né de l'émission On a échangé nos mamans, pour laquelle j'ai participé il y a quelques années, et suite à cette émission justement, et à la diffusion de cette émission qui a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à la chaîne YouTube que je gérais auparavant, mais qui n'était pas la mienne, mais pour laquelle je gérais quelques trucs, il s'est créé en fait comme ça un mouvement de masse de quelques dizaines de personnes qui se sont dit oh là là, ce que j'ai vu à la télé ne me plaît pas du tout, il faut dénoncer ça, on va créer comme ça un hashtag commun pour pouvoir critiquer ce qu'on trouve pas anormal en fait dans cette famille, dans ses comportements, etc. etc. Et c'est comme ça qu'est né le hashtag depuis l'émission On a échangé nos mamans. Maintenant, est-ce que l'émission On a échangé nos mamans est responsable de ça? Je dirais non, dans la mesure où d'autres influenceurs sont aussi concernés par ce genre de comportement contestataire sans avoir participé à des émissions de télé. Donc je pense que ça a été, encore une fois, j'utilise ce mot-là, mais l'émission de télé était un catalyseur au niveau des mouvements de contestation sur les réseaux sociaux. Point suivant, qu'est-ce qui a poussé la montée en crescendo des mouvements contestataires? Quelle est la cause de la montée de ces mouvements contestataires sur ce hashtag? On va se dire, oui, les gens critiquent le quotidien, etc., etc., mais comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de monde qui y vont alors que l'émission n'est plus diffusée? Alors j'ai quelques éléments de réponse, parce que vous savez que j'ai géré la modération pendant plusieurs années, donc je peux réagir vis-à-vis de ça, donner mon opinion. Pour moi, il y a déjà la censure légitime ou illégitime, ça c'est pas à moi de le dire, mais la censure des commentaires dits contestataires sur les réseaux sociaux principaux, le fait de supprimer les commentaires des gens, d'essayer d'y répondre, hein, très honnêtement, et là je retiens un peu d'objectivité, j'ai essayé de répondre à ce genre de commentaires, j'ai essayé de débattre, même encore à l'heure actuelle, j'essaie encore des fois de répondre, etc. Et malheureusement, même si des fois ça passe et des fois il y a un débat qui peut se créer, dans la majorité des cas, ça déboule à des insultes, ça déboule à simplement un non-lieu et on peut rien en faire. Mais le fait de censurer les commentaires et de les supprimer, de ne pas leur laisser la parole, a favorisé comme ça la venue de nouvelles personnes sur Twitter, sur ce genre de hashtag, qui ne pouvaient plus s'exprimer sur les réseaux du principal intéressé ou de la principale intéressée, et donc on trouvait un moyen de continuer de parler comme ça, de critiquer, d'émettre des avis constructifs ou pas constructifs, d'avoir ce comportement contestataire et à l'abri de la suppression. C'est tout simplement une envie de débattre aussi, de débattre d'un sujet commun avec d'autres personnes. Voilà, c'est toujours agréable de discuter avec des gens qui sont d'accord avec toi, c'est toujours agréable et tu te sens comme ça galvanisé, tu te sens comme ça rassuré de te dire bon, si quelques autres personnes sont d'accord avec moi, c'est que finalement j'ai peut-être raison, et ça te renforce comme ça dans ton idée que l'ennemi est vraiment un ennemi. Si au début t'avais un doute en te disant bon, mon commentaire a été supprimé sur YouTube, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, peut-être que tu pouvais encore te remettre en question et te dire peut-être que je l'ai dit d'une mauvaise façon ou quoi que ce soit, mais le fait d'aller rejoindre du coup ce réseau social et de discuter comme ça au quotidien de ce genre de comportement, et ça te renforce un petit peu dans cette idée d'avoir raison. Voilà. Il y a aussi des comportements choquants, des casseroles, donc il y a des choses, moi j'en ai parlé dans certaines vidéos, des propos que j'ai pu tenir, des comportements que j'ai pu avoir, des choses que j'ai faites aussi, que je regrette à l'heure actuelle, donc je me suis excusé à de nombreuses reprises, etc., qui peuvent aussi conduire cette montée crescendo de haine. C'est vrai que si au bout d'un moment, t'as quelqu'un en face de toi qui fait des choses que tu n'apprécies pas, il est possible que ça fasse monter ta colère, ton énervement, et que ça te donne envie de secouer la personne en disant mais rends-toi compte de ce que tu fais. Donc ça peut être expliqué justement par ce genre de comportement qui était contestable. Suite à cette montée en crescendo, nous avons quelque chose qui s'est créé, c'est le combat entre les influenceurs et les contestataires. On ne peut pas ignorer de toute façon qu'il y a une corrélation entre les contestataires et les influenceurs. On peut pas ignorer qu'il y a un lien, même si on le veut. Même si on veut l'ignorer, même si on le dit, ne donne pas d'attention aux haineux, ne les calcule pas, l'ignorance c'est meilleur, etc., etc. Il faut quand même reconnaître que les contestataires font partie intégrante de chaque personnalité de YouTube. Je pense que passer un certain
certain nombre d'abonnés, une certaine réputation, une certaine influence, tu as forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et des gens qui, dans leur fonctionnement psychique, dans leur fonctionnement au quotidien, dans leurs valeurs, dans leurs principes, fait qu'ils se sentent obligés d'être contestataires de ce que tu fais. Et donc, un combat se crée comme ça, avec des pics d'un côté, des pics de l'autre, parfois des dénonciations, parfois des dénonciations de comportement, etc., etc. Donc, c'est un combat qui, de toute façon, s'exerce tous les jours. Alors, même s'il y a des influenceurs qui viennent dire « moi, je m'en moque, ils existent pas, etc. » Tu peux pas ignorer une merde en mettant du vomi dessus. C'est pas possible de toute façon. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec et c'est vraiment ça qui est important. C'est ce que j'exerce moi au quotidien, de me dire de toute façon, quoi que je fasse, ces gens seront toujours là. Quoi que je fasse, ils critiqueront toujours. Et c'est ce que je dis souvent à Laura. Elle me dit ah oui, et puis si je fais ça, ils vont dire ça. Je dis mais ça ne sert strictement à rien parce que même si tu fais ce qu'ils ont envie de voir, ils continueront de critiquer le lendemain quelque chose qu'ils avaient pas envie de voir de toute façon. Il faut se dire que ils sont là et on peut pas les ignorer, on peut pas dire qu'ils n'existent pas. Cependant, il faut juste apprendre à vivre avec, un peu comme une maladie. Voilà, c'est une analogie un petit peu brutale, mais c'est un peu comme une maladie avec laquelle tu vis. Il faut savoir vivre avec. Voilà. Maintenant, il s'agit majoritairement d'une minorité bruyante. T'as vu un peu l'oxymore. Il s'agit vraiment d'une minorité bruyante. Voilà, c'est des gens qui font plus de bruit que la majorité. Il faut pas oublier derrière tous les gens qui soutiennent. Et là, j'ai vraiment un mot pour tous ceux qui soutiennent, car ce soutien au quotidien des gens par leurs commentaires, leurs likes, leurs partages, leurs messages privés, etc., fait en sorte que le créateur justement puisse se rendre compte que malgré cette minorité bruyante, bien plus bruyante que la majorité positive, n'est finalement qu'un petit grain de sable et n'est finalement qu'un tout petit morceau de la communauté, un tout petit morceau du quotidien. Voilà, c'est très important de se le dire et c'est très important de remercier comme ça, et moi je le remercie souvent, les soutiens, etc., qui permettent de se dire ok, bon, il y a des gens qui me détestent, mais aussi énormément de personnes qui m'aiment, et ces personnes-là qui m'apprécient n'ont pas forcément besoin de chanter tous les jours pour qu'on le sache. Voilà. Après, quel est le but recherché par ces contestataires? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils recherchent une fermeture des chaînes? Est-ce qu'ils recherchent un mea culpa? Est-ce qu'ils recherchent un changement de comportement? Est-ce qu'ils recherchent... Je ne sais pas. Je sais pas ce que ces gens-là recherchent. Ils essaient d'influencer un influenceur. Ils essaient comme ça de manipuler par leurs propos, etc., des comportements. Est-ce que c'est de la gratification personnelle? Est-ce que c'est des amoureux éconduits? Peut-être que c'est des gens... Peut-être que pour certains, c'est des gens qui appréciaient l'influenceur à la base et qui finalement, en se rendant compte que l'influenceur lui répond pas à ses messages privés ou n'a pas dit ce qu'il voulait ou quoi que ce soit, se sont rendus à être tout simplement des contestataires parce que à force d'être éconduits par son influenceur préféré, et ben finalement, ils ont été extrêmement déçus. C'est ce qui m'est un peu arrivé avec Discord, à force de ne pas ne pas jouer avec le fan service, à force de ne pas faire voilà l'influenceur super proche de quelques personnes dans un petit comité. Ces personnes-là sont retournées contre moi et j'ai pas honte de le dire, elles sont retournées un peu contre moi et finalement ont plongé dans un côté un peu de haine, enfin de contestation, excusez-moi, sur un côté un peu de contestation en dénonçant des comportements, en changeant d'opinion sur certaines choses, etc. C'est totalement humain. Je pense que voilà, un mec ou une nana qui va draguer quelqu'un, homme ou femme, peu importe, on s'en fout, se fait conduire une fois, deux fois, trois fois. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre et il y en a certains qui passeront leur chemin. Même la majorité des gens passeront leur chemin parce que ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Il y en a certains autres qui finalement s'accrocheront un peu comme une moule et continueront comme ça d'aimer en fait le créateur et de l'aimer à travers des comportements contestataires. Peut-être c'est de l'amour ce qu'ils font, de contester le quotidien des gens. Peut-être ils ont envie de rendre meilleur cet influenceur en se disant voilà, je l'aime et je veux le rendre meilleur, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un effet de groupe? Est-ce qu'il y a un effet de leader? Il y a sûrement des fortes têtes sur ces réseaux sociaux, il y a sûrement des fortes têtes dans ces mouvements contestataires, il faut pas l'ignorer. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Alors dans le niveau fort, c'est pas fort costaud, mais plus forts dans leur contestation que d'autres. Je l'ai remarqué dans ma dernière étude de cas sur le compte Mémé Furibonde qui a disparu depuis. C'est que sur Twitter, il faut vraiment comprendre, Twitter ainsi que d'autres réseaux, mais dans les réseaux contestataires, il faut vraiment comprendre que il y a peut-être quelques pourcents de vraies personnes très impliquées dans la contestation. Il y a vraiment un faible pourcentage de personnes très impliquées. Ensuite, derrière, nous avons des gens qui sont pour, mais qui ne s'expriment pas vraiment. Ça veut dire qu'ils estiment en fait que les propos qui sont tenus correspondent à leurs opinions et n'ont du coup pas besoin de l'exprimer eux aussi. Il y a ensuite un gros pourcentage de personnes qui sont là, du coup, d'accord ou pas d'accord, mais qui observent. C'est des observateurs, c'est des gens qui viennent voir, qui viennent se renseigner. Et il y a ensuite un pourcentage de personnes qui sont curieux parce que la nature humaine est comme ça. L'homme aime le drama, l'humain aime les conflits.
voilà, beaucoup de choses se sont créées dans le conflit, mais du coup c'est vrai qu'il y a un effet de groupe qui est très très important, mais à l'intérieur de ce groupe même, il y a beaucoup de catégories de personnes totalement différentes. Moi j'avais une opinion au bout d'un moment où je disais beaucoup que tous les gens de Twitter étaient des femmes aigries, tristes, etc. etc. J'ai changé un peu mon opinion là-dessus parce que pour avoir analysé certains comptes, je me rends compte que oui, c'est beaucoup de femmes, beaucoup de mères de famille, etc. Mais que finalement, sur Twitter, il n'y a pas que des contestataires violents ou agressifs. Il y a aussi beaucoup de gens qui expriment parfois leur opinion. Alors ils mettent pas forcément la forme, mais des opinions justes. Il y a des gens qui parfois me critiquent et on m'envoie des tweets, on me dit ah on a dit ça et je dis bah c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Il y a vraiment une grande disparité à l'intérieur même de ces contestataires. Maintenant oui, je pense qu'il y a des leaders, je pense qu'il y a des gens qui aiment s'autoproclamer leader. Je suis pas sûr que ça fasse du bien au mouvement, c'est un peu comme les gilets jaunes, hein. Je fais l'analogie avec les gilets jaunes. Nous avions un mouvement à la base très démocratique avec voilà, tout le monde partageait un peu les mêmes idées et tout ça. Et finalement, il y a des têtes pensantes, des leaders qui sont sortis un petit peu du groupe. Et je trouve que c'est ces leaders qui ont décrédibilisé un petit peu le mouvement en se mettant en avant sur les plateaux télé, etc., etc. Le mouvement du peuple qui était vraiment à la base peut-être quelque chose de positif, je ne sais pas, j'ai pas participé à ces manifestations, a été décrédibilisé justement par ces personnes qui sont autoproclamées leaders. Voilà. Et je pense que le problème de ces leaders, c'est que les gens du coup vont suivre ces leaders et de petit à petit comme ça, ils vont accepter des propos, ils vont accepter des comportements contestataires peut-être un peu trop violents, à mesure où ils se disent bon bah c'est le leader, s'il fait ça, c'est qu'il a raison. Voilà. Nous avons ensuite le point suivant, c'est le début des dérives, ou un comportement normal. Est-ce que c'est un comportement normal? Est-ce que c'est le début des dérives? À vous de me le dire, moi je me suis posé la question, j'ai récupéré comme ça quelques trucs sur internet. On a quand même des gens qui passent comme ça plusieurs heures par jour à décortiquer le contenu, les stories, les vlogs, les lives, à regarder des vidéos de quelqu'un qui n'aime pas, à regarder des lives de quelqu'un qui n'aime pas, qui sont les premiers au courant de certaines informations, qui sont les premiers à être informés de la publication d'un nouveau contenu, qui sont les... Vraiment, c'est des gens, je vous dis, c'est vraiment de l'amour en fait qu'ils portent. Alors c'est un amour propre à eux, c'est un amour rempli d'agressivité, mais ça reste un amour quand même parce que tu ne peux pas en fait passer des heures par jour à tweeter plusieurs dizaines, centaines de fois par jour sur le même sujet, la même personne, si tu ne t'y intéresses pas et si tu n'as pas un minimum d'amour ou d'affection pour cette personne. C'est juste, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça serait vraiment très bizarre que des gens puissent passer des heures comme ça à critiquer, à allumer, à dénoncer, etc. si finalement il n'y a pas d'attention. Au bout d'un moment, quand quelqu'un ne t'intéresse pas, par exemple tu croises quelqu'un dans la rue qui s'est blessé ou t'as envie d'aider quelqu'un dans la rue, si t'as envie de l'aider, bah c'est tout simplement parce que t'es attentionné, c'est parce que il te fait pitié ou quoi que ce soit, tu vois, t'as quand même un sentiment derrière, il y a quand même un sentiment qui anime ça. Si t'es totalement indifférent, t'auras pas envie d'aider cette personne. Donc les gens qui viennent en disant je conteste, je dénonce, etc., c'est pour aider les enfants, c'est pour aider un tel ou un tel, c'est qu'il y a de l'amour derrière. Sinon tu serais indifférent et tu ferais ta vie tranquille. Et il y a eu comme ça le début des dérives, donc c'est ce que j'estime des dérives sur Twitter depuis maintenant plusieurs années. Je ne pense pas que c'est un comportement normal, mais moi je pose la question, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Il y a en l'occurrence le contact des collaborations, donc ça vient à contacter chaque collaboration, chaque sponsor pour essayer de faire tomber la collaboration. Donc ça veut dire derrière retirer des revenus au créateur, lui porter un préjudice financier, pécunier, très important parfois. Ça empêche du coup, c'est pour empêcher l'influenceur et le brider dans son boulot de créativité, dans son travail professionnel. C'est comme si demain c'est ce genre de personnes qui viennent contacter les collaborations de n'importe quel influenceur, ce que je trouve vraiment absolument dégueulasse, mais c'est comme si demain vous alliez vous passiez devant un chantier de BTP le matin avant que les ouvriers arrivent, vous commenciez à piquer les brouettes, les seaux, les pelles, les machins, etc. Les ouvriers vont arriver sur place, ils vont dire il nous manque du matériel, on peut pas travailler correctement. Résultat, le client il va avoir du retard dans sa livraison, il va pas être content, il va avoir des pénalités financières, etc., etc. Tout simplement parce que t'auras pas apprécié comment étaient rangés les outils ou comment ou à quel point il faisait du bruit lors des travaux, ça te dérangeait, etc. Donc au bout d'un moment, c'est vraiment de la délation tellement dégueulasse, j'ai envie de dire. C'est des comportements qui sont de plus en plus importants. Contacter les écoles, contacter les mairies, contacter les services sociaux, contacter la SPA, contacter tous ces organismes, l'URSSAF, le machin, le ci, le ça. Vraiment de contacter dans l'optique de faire fermer intégralement toutes les portes possibles d'un créateur pour se faire de l'argent. Voilà. C'est retirer du coup l'argent de la bouche des enfants
enfants de ces personnes-là, si c'est des influenceurs qui ont des enfants, qui payent leur loyer avec tout ça, qui payent leurs charges, leur bouffe et tout ça. C'est vraiment dans le but de priver quelqu'un. Je fais encore une fois une analogie parce que je pense que comparer, ça permet de peut-être comprendre et voilà, j'espère que c'est le cas. C'est comme si demain vous étiez en total désaccord avec la politique de McDonald's et que vous alliez foutre le feu au restaurant, où il y a un restaurant du village. Vous êtes pas content parce que ce restaurant-là, il cuisine de la viande et vous êtes vegan, ou alors il accepte pas certaines personnes dans ce restaurant parce qu'il y a trop de monde ou des choses comme ça. Vous êtes en colère, vous trouvez ça immonde, vous trouvez ça immoral. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez foutre le feu au restaurant et le mec va se retrouver du coup comme ça en chômage, il va se retrouver avec son restaurant brûlé, il pourra plus travailler, il pourra plus payer son loyer, il pourra plus payer ses charges, etc., etc. Bah en fait ce comportement vous l'avez, et en fait ce comportement on peut le voir directement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, lorsque les gens s'amusent à aller contacter les collaborations pour dénoncer ce qu'ils estiment un influenceur mauvais dans son travail, mauvais dans son comportement, etc. Voilà, c'est vraiment un peu la comparaison que je peux avoir vis-à-vis de tout ça. J'ai constaté aussi un changement de comportement sur ce réseau social dans la suite de mon analyse. Donc là, on va vraiment dans la chronologie. On va vraiment chronologiquement essayer de suivre un peu tout ça. Il y a eu du coup la séparation. La séparation qui a créé assez rapidement un clivage très important. Donc il y a une prise de position qui est tout à fait normale. Je pense que quand on est spectateur d'un conflit, malgré le fait qu'on veut, qu'on se targue d'être impartial et de ne pas prendre position, je pense qu'au bout d'un moment, tu te sens un peu obligé de prendre position parce qu'il y a des arguments qui t'interpellent plus que d'autres d'un côté ou de l'autre. Et nous avons comme ça constaté, moi ainsi que les gens qui me contactent, qui m'en ont parlé, etc., un clivage de plus en plus important entre les personnes, les contestataires eux-mêmes. Voilà, c'est un effet, c'est tout à fait normal pour un humain, mais c'est la fin en fait du combat contre un ennemi commun et c'est le début d'un combat en fait pour des idées. Voilà, c'est ça qui a changé, c'est que à la base, ce hashtag et puis Twitter, c'était le combat contre la famille, le comportement de deux parents, etc. Donc c'était un ennemi commun, on se sentait fort, galvanisé, on était ensemble, groupés, allez, on attaque. Et là, suite à cette séparation, les gens, ils ont pris parti très naturellement. Hein. Encore une fois, moi, je ne juge pas tel ou tel parti. Ils ont pris parti naturellement parce qu'ils sont plus ou moins sensibles à certaines problématiques qui ont été soulevées. Ils sont plus ou moins sensibles à certaines personnalités, que ce soit même la mienne ou quelqu'un d'autre. Voilà, donc forcément, ils ont pris parti, ce qui a créé un début de guerre interne à l'intérieur même des contestataires. Des gens, en fait, qui dénonçaient des comportements, se créent eux-mêmes une guerre à l'intérieur du truc. Et je dirais pas que c'est plaisant de voir ça parce que c'est toujours très délicat de voir des gens se prendre la tête. Moi je suis quelqu'un qui aime pas le conflit, donc j'aime pas voir les gens se prendre la tête ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue, en prenant un peu de recul sociologique, etc., je trouve ça très très intéressant de voir en fait à quel point les gens, face à deux choix, peuvent prendre un choix et l'autre, et comme ça ensuite les confronter les uns contre les autres. En fait, c'est vraiment impressionnant. C'est comme si à la base il y avait une bagarre globale, qu'il y avait deux personnes qui commençaient à se battre, et là il y a les gens qui choisissent leur camp, ils se battent comme ça l'un contre l'autre alors que les idées de base étaient communes. Voilà, c'est très étrange. Nous avons ensuite une explosion colossale de ce conflit intercontestataire, encore une fois. Il y a vraiment une explosion complète des idées, une explosion des arguments, des contre-arguments. Voilà, il y a des prises de position, le clivage est de plus en plus important, les rancœurs et la haine la contestation est de plus en plus importante. Il y en a qui défendent un côté, il y en a qui défendent l'autre côté, qui apportent ses arguments, ses contre-arguments, et qui se servent du coup de chaque élément de chaque côté, donc des extraits de vlog, des extraits de story, des propos, etc., pour attaquer l'autre côté plutôt que d'attaquer la personne ou l'influenceur. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que finalement, au lieu d'attaquer l'influenceur, ils s'attaquent entre groupes interposés. On a vraiment l'impression d'avoir une levée d'armée comme ça, une levée de contestation d'un côté ou de l'autre. Et c'est quand même incroyable de constater ça, dans la mesure où le but de tout ça, c'était soulever des problématiques, soulever des comportements qu'ils jugeaient anormaux, et finalement se monter les uns contre les autres. Ils ont dû faire un choix d'une personne ou de l'autre. Je peux du coup faire une constatation, c'est que face à ces deux groupes de défense, voilà, ces deux groupes de défense, il y a une augmentation vraiment très importante et significative des attaques. Donc c'est des attaques qui vont se servir, comme je vous ai dit, du contenu de l'un ou de l'autre, des propos de l'un ou de l'autre, des propos des anciennes stories, des anciens posts, des choses comme ça, où en fait ils vont user de toutes les ruses possibles, ils vont user de tous les éléments possibles pour essayer d'avoir raison face à d'autres personnes qui sont en désaccord avec vous. L'influenceur reste quand même au cœur du débat, l'influenceur reste quand même au cœur de tout ça, parce que si l'influenceur n'existerait pas, il y aurait pas cette contestation, mais on a vraiment en fait un vent qui a tourné. C'est qu'au lieu que l'attention soit portée exclusivement sur l'influenceur, l'attention est portée en fait sur la défense d'un groupe ou de l'autre.
je peux constater du coup dans mon analyse de ce que j'ai vu sur internet, 3 groupes bien distincts. Nous avons les pros d'un côté, nous avons les pros de l'autre, et nous avons après les gens qui sont ni pour, ni contre, et qui continuent un petit peu comme ça de dénoncer d'un côté ou de l'autre, à se targuer en disant moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, les deux sont problématiques, et je continue de relever des choses qui me choquent ou quoi que ce soit. Voilà. C'est des gens qui ont réussi à pas prendre parti, même si c'est difficile humainement de pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est des gens comme ça qui ont réussi à rester un petit peu neutres et continuent de contester. Et malheureusement, j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, ces gens-là sont happés un petit peu par des arguments ou des contre-arguments, et finalement je pense qu'au bout d'un moment, les gens ne pourront plus être ni l'un ni l'autre, même s'ils se targuent de le dire, ils le seront forcément. Petite sous-catégorie vis-à-vis des comptes drôles, donc il est vrai que j'ai constaté depuis quelques semaines maintenant, de ce qu'on m'envoie sur Twitter, de ce qu'on m'envoie sur Instagram et tout ça, qu'il y a quelques comptes comme ça un petit peu frais. Alors je voulais juste en parler, aller rapidement dessus. Il y a 2 comptes que j'ai relevés sur Twitter, le premier c'est Peggy Chou et le deuxième c'est Alf. Ces 2 comptes en fait qui ont décidé de prendre les choses de manière un peu humoristique. Ça veut dire que c'est des gens qui critiquent sur le fond, donc ça veut dire que c'est des gens qui... J'ai vu moi des tweets de Alf qui m'attaquaient, c'est de bonne guerre, même Peggy Chou, mais c'est des comptes en fait qui arrivent à critiquer quelque chose sur le fond, mais ils le critiquent d'une manière où la forme est drôle. Voilà, c'est des gens qui ont envie d'apporter ce côté un peu humoristique, un peu détaché comme ça, en disant voilà, je suis pas d'accord avec tel propos de l'un, je suis pas d'accord avec tel propos de l'autre, mais ils vont l'amener d'une manière drôle, et franchement je trouve que c'est une très bonne démarche. Je trouve que c'est... Et je lèche pas le cul, hein. Moi je m'en fous que Alf ou Peggy m'apprécient, soit pro, moi je m'en fous complètement, mais je trouve ça très intéressant de voir des gens qui arrivent encore à avoir du recul, et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit en début de vidéo vis-à-vis du fait qu'il y avait plusieurs catégories de personnes dans les contestataires. Voilà, il y a des gens qui sont un peu observateurs, il y a aussi des gens qui sont drôles, qui sont là pour rigoler un peu, et qui sont là pour apporter un petit peu de légèreté dans les propos, qui sont là pour apporter un petit peu de douceur dans ces comportements qui vont de plus en plus haut au niveau agressivité, violence et attaque. Nous avons ensuite un point supplémentaire, c'est la justice sociale. Donc le problème en fait, c'est qu'avec le temps, avec l'évolution des choses, et je pense qu'avec le fait que malgré depuis plusieurs années, les contestataires essaient comme ça d'arriver à leur but, quel but on y viendra après, mais vu que ça ne fonctionne pas, les contestataires deviennent de plus en plus violents, de plus en plus agressifs et de plus en plus déterminés dans leurs procédés. Donc je vous avais parlé des signalements de collaboration, etc. Mais on a des prises de position de plus en plus radicales sur la vie privée, sur la justice, avec des procédures, des entraves aux procédures, des décriminalisations de certaines actions des influenceurs par les prises de position et révélations de la vie privée, de l'hypocrisie collective aussi. Voilà, il y a des gens qui vont dénoncer en disant « Ah, c'est pas bien que t'aies dénoncé telle collaboration », alors que finalement, il a fait exactement pareil pour la partie adverse. Ou des gens qui vont s'offusquer d'un comportement alors qu'ils ont été eux-mêmes acteurs de ce genre de comportement, mais dans la mesure où ils estiment que c'était contre quelqu'un d'absolument maléfique, c'est pas grave, tu vois. Il y a vraiment, en fait, une justice sociale qui s'est créée, et on a vraiment l'impression que ces gens, ils essaient de se prendre pour des avocats, ils essaient de se prendre pour des juristes, ils essaient de se prendre pour des procureurs, pour des gendarmes, pour des policiers, pour des OPJ, pour des assistants sociaux, pour des... Mais je peux en lister plein comme ça. On a vraiment l'impression que ces gens-là, s'ils étaient dans la peau de ces professionnels, mais ils t'auraient déjà brûlé au bûcher. Voilà, parce que c'est des gens qui, je pense, et c'est mon opinion, ne sont absolument pas capables de prendre le recul pour faire ce genre de métier et pouvoir être impartial dans leurs décisions et se reposer simplement sur la constatation de faits réels et sur la constatation sur la constatation du coup de comportements qui pourraient être jugés légalement à un tribunal. Voilà, c'est de la justice sociale pure et dure. Donc on met de côté en fait tout ce qui est fait réel, on met de côté tout ce qui est moral, on met de côté tout ce qui est valeur personnelle pour simplement aller dans l'attaque pure et dure et le jugement social sans même essayer de comprendre, sans même essayer d'avoir tous les éléments d'un côté comme de l'autre. Et nous arrivons à la conclusion un petit peu de tous ces comportements. Après, je vais poser encore quelques questions. C'est le combat interne, les comportements problématiques. J'ai constaté depuis quelques temps qu'à l'intérieur même des contestataires, donc il y a 2 groupes bien distincts, même s'il y a des petits électrons libres tout autour qui sont ni pour l'un ni pour l'autre, ou qui sont plus dans le drôle et tout ça, il y a en fait un calcage de la haine et du comportement envers l'influenceur, envers le groupe opposé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué là ces derniers jours, c'est qu'il y a de plus en plus d'attaques entre pros et
pros et il y a plus en plus d'attaques virulentes, agressives, des personnes qui vont dévoiler la vie privée de certains, leurs identités, leurs enfants, qui vont dévoiler leur job, contacter les employeurs, etc. pour les faire tomber, signaler, etc. C'est vraiment, en fait, il y a une dérive complètement hallucinante, c'est que sous couvert, en fait, de protéger son influenceur préféré, on va comme ça se permettre des comportements qui, dans la vie de tous les jours, sont totalement illégaux, et dans le but de pouvoir se dire, je défends mon idole, je protège, et les gens en face de moi sont les grands méchants de l'histoire, tous les coups sont permis. Voilà, on dévoile la vie privée, on dévoile des messages, on dévoile des Facebook, on dévoile des photos de profil, j'ai vu encore il y a quelques jours, etc. Et en fait, pour moi, personnellement, ça prouve, c'est mon opinion, mais ça prouve clairement que c'est pas l'influenceur le problème. C'est pas l'influenceur le problème, c'est les gens. C'est les gens c'est les contestataires. Et pourquoi je dis ça? Attention, là on va me dire, voilà, tu te dédouanes ou quoi que ce soit. Bien que j'ai pu avoir des comportements choquants, des propos choquants, des choses contestables. J'ai vu parfois des choses sur Twitter qui étaient vraies et je me suis dit, merde, ils ont raison là-dedans. Oui, c'est vrai que, oui, ça, des fois une fois j'ai vu, quelqu'un m'avait envoyé, je parlais mal à Libye. Et en écoutant mon vlog, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'on avait l'impression que je lui parlais mal, mais en fait pas du tout, la discussion avec Libye a duré encore 10 minutes de plus et c'est une discussion très constructive et tout ça. Mais c'est vrai que moi-même parfois, quand on m'envoie des trucs, je me dis, ouais, c'est vrai que ça peut être interprété comme ça. Oui, c'est vrai que j'aurais pu parler différemment. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que, tu vois, c'est comme les enfants quand ils me parlent, vous dites, certaines personnes disent, encore une fois, minorité bruyante, écoute qu'à moitié. Oui, mais en fait, tu vois que la vidéo alors que je les écoute à longueur de journée, tu vois. Mais il est vrai qu'en vidéo, ça peut être perçu comme ça. Et le truc, c'est que, à la base, on se dit, bah, ces contestataires, ils essaient comme ça bah, c'est un peu la question suivante, quel est le but de tout ça? Ils essaient de signifier à l'influenceur que son comportement est mauvais ou correspond pas à ce qu'il devrait faire, etc. Mais en fait, on se rend compte que, avec le conflit grandissant, les prises de position d'un côté ou de l'autre, ben, on se rend compte que ces comportements sont calqués envers l'un et envers l'autre. Donc finalement, l'influenceur, il peut très bien se détacher de tout ça. Les combats continuent entre eux et ça se clash. Et ça dévoile de la vie privée, et ça attaque sur le physique, hein, ça il y en a beaucoup, hein. Et ça attaque sur ci, ça attaque sur ça. Et c'est quand même incroyable et impressionnant de voir à quel point les gens, sous couvert de défendre une idole, un idole, son youtubeur ou sa youtubeuse préférée, sont capables d'avoir des comportements répréhensibles, des comportements immondes envers des inconnus qui eux aussi, de l'autre côté, donnent leur opinion et essaient de défendre la personne qui pense être la plus juste dans l'histoire, tu vois. Donc c'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui est impressionnant, et qui pour moi me prouve en fait tout simplement que le problème, ce n'est pas l'influenceur, que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. De toute façon, on le voit, il y a des hashtags de plein d'influenceurs. Finalement, le problème, c'est les gens qui prennent le temps de venir critiquer au quotidien, qui prennent le temps, en fait, de donner cet amour. Et les gens vont rigoler en disant, mais je l'aime pas, moi, Adrien. Oui, mais tu me donnes de l'attention, et de l'attention, c'est de l'amour, de toute façon. Et qui sont capables de donner de leur temps comme ça, plusieurs heures par jour, pour venir dénoncer des comportements. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas l'influenceur. Oui, il fait des conneries, bien sûr, comme beaucoup. Mais le problème, c'est pas l'influenceur, hein, c'est la personne qui prend ce truc à bras le corps comme ça, qui s'en fait un peu chevalier de guerre et qui se dit, c'est bon, c'est le but de ma vie, c'est de pourrir, tu vois. Et ça se pourrit entre eux maintenant. Voilà le résultat. 1 an après, ça se pourrit entre eux et ça essaie d'attaquer l'autre au plus bas, de contacter le patron pour le faire tomber, de faire ci, de faire ça, etc. C'est triste, c'est extrêmement triste, mais en même temps, ça me surprend pas. Quel est le but de tout ça? Condamnation, rupture des revenus, suicide pour l'influenceur et contestataire attaqué. C'est quoi? Vous attendez quoi en fait avec ce genre de comportement sur Twitter? Vous attendez quoi? Vous attendez que y ait une condamnation judiciaire? C'est que bah moi ils estiment que j'harcèle depuis 1 an et tout, alors que bah, j'ai les preuves que non. Et en plus de ça, moi aussi dans ce cas-là je suis harcelé. Hein, ça, je l'ai expliqué ça. Moi aussi, hein, je peux montrer que je suis harcelé. Sauf que moi c'est pas publiquement. Mais c'est quoi l'histoire? C'est que je sois condamné, que je paye une amende, que j'aille en tôle? C'est quoi l'histoire? Qu'il n'y ait plus de revenus, que les enfants n'aient plus à manger, n'aient plus de jouets, n'aient plus de sorties, etc. Parce qu'en contactant les collabs, c'est ça. Que ce soit moi ou un autre influenceur. Un suicide. Parce qu'il faut pas rêver, hein, les gars. Enfin, au bout d'un moment, faut... Voilà, moi je m'estime assez fort psychologiquement pour gérer tout ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a de nombreux influenceurs qui dénoncent ces comportements au quotidien. Et je ne serais pas surpris. Et je suis sûr que c'est déjà arrivé que des influenceurs craquent et se suicident. Face à cette haine, à ces attaques... Oh, excusez-moi. Face à cette contestation incessante. Ces messages privés d'attaques, d'insultes, de remontrances, ces messages sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Contacter les collaborations pour priver de revenus la personne qui fait du contenu. Voilà, vous attendez quoi en fait? Vous attendez un drame pour vous rendre compte? Vous attendez que demain, il y ait une story
qui soit publié par Laura ou par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit en disant bah obligé de vous apprendre, rien n'est pas là depuis quelques jours parce qu'il a mis fin à ses jours, il arrivait plus à supporter la haine. Et là vous serez quoi? Vous brasserez le champagne? Vous allez fêter ça? C'est une question, hein. Moi je ne juge pas, moi je pose simplement la question. Là de toute façon mon étude de cas et mon analyse c'est beaucoup de questions que je vous pose depuis le début. Mais c'est ça le truc. Alors vous inquiétez pas pour moi, je vais bien, je ne compte pas mettre fin à mes jours, mais je sais que il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles. Des gens qui sont beaucoup plus sensibles de ça, et qui n'ont pas, malheureusement pas, la force mentale de supporter ça. Comme des gens qui se suicident au travail, face à la pression de leur boss, de leurs collègues, le harcèlement au travail, les agressions sexuelles, toutes ces choses-là qui font que la pression est de plus en plus importante, moins en moins supportable. Et ben, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Bon, après, j'ai pas de leçon à vous donner, mais moi, je me pose la question, c'est quoi le but? Qu'est-ce que vous attendez? Que demain, je vous annonce que j'arrête tous mes réseaux sociaux et que je vais trouver un travail? C'est ça? Et ça changera quoi, en fait? Vous aurez réussi à faire partir l'influenceur du réseau, et les tweets vont s'estomper de plus en plus, parce qu'il y aura plus de contenu à critiquer ou quoi que ce soit. Puis après, il va se passer quoi? Bah, vous allez tout simplement transférer votre comportement sur une autre personnalité, comme c'est le cas. Il y a des personnes du hashtag qui ont déjà été virées de certains groupes de contestation parce qu'ils étaient trop virulents. Je sais qui c'est, je l'ai vu. On m'a même contacté pour me le dire. Ah, t'inquiète pas de cette personne, de toute façon, elle est complètement... Tu vois, c'est ça. De toute façon, finalement, si demain l'influenceur est disparaît, vous allez simplement basculer sur un autre hashtag. Et vous allez comme ça dénoncer des comportements pour lesquels vous aviez porté aucune attention, parce que de toute façon, il faut pas rêver. Pour être aussi contestataire sur un hashtag principal, il faut quand même dépenser énormément d'énergie. Moi, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, là, je tombe un peu dans l'ironie. Je sens qu'en fait, au bout d'une heure de tournage, là, ça fait 1 heure que je tourne, je commence à baisser un petit peu mon objectivité. C'est pas très positif, mais après, voilà, la fatigue, hein, et puis le fait de parler de tout ça, forcément, ça me tend un peu, mais oh, vous êtes pas payé pour faire ça? Vous êtes pas payé. Et quelque chose qui se passe, c'est que j'ai discuté hier avec quelqu'un, donc moi je vous ai dit, je suis contacté régulièrement par des gens de Twitter. Des gens qui me disent, ah je suis sur le hashtag, je te défends, etc. Moi comme j'ai toujours dit depuis un moment, ça sert à rien de me défendre, de toute façon vous savez, vous aurez beau dire ce que vous voulez, les gens critiqueront toujours. Cependant depuis quelques temps, maintenant depuis quelques mois, quand quelqu'un me contacte en me disant je suis actif sur le hashtag et je te défends, bah je dis merci. Merci pour ce courage, merci pour tout ça, mais en même temps, soyez pas virulents, soyez pas désobligeants, soyez pas à attaquer gratuitement le physique de quelqu'un, à envoyer balancer des profils publics, etc., des choses comme ça. Ne soyez pas comme ça, soyez plus intelligents de toute façon. J'ai aucune objectivité en disant que les personnes qui défendent ma cause ou défendent mes propos sont les meilleurs. Non, ce sont pas les meilleurs, mais c'est vrai que j'apprécie. Et je remercie ces personnes qui se donnent du mal, ces personnes qui passent aussi du temps sans être payées sur Twitter à défendre leurs opinions qui sont calquées un petit peu sur mes opinions à moi parce qu'ils estiment être plus proches de mes idées, être plus proches de ma cause que de l'autre côté. Voilà, je remercie ces gens-là. Maintenant, je ne suis pas à tirer les ficelles, hein, c'est pas mes marionnettes ou quoi que ce soit. Oh non, j'ai pas de contact ou quoi que ce soit. Je rigole avec Alf, Peggy Chou parce que ils me font tellement délirer, c'est le truc que moi j'aurais été capable de faire tellement ça me fait rire. Voilà, je joue un peu avec ça, mais je constate que des gens me défendent sur Twitter. Et finalement, au lieu de faire comme depuis longtemps à dire non, Twitter, je veux pas en entendre parler, m'envoyez pas de machin, ne me défendez pas et tout. Bah vous savez quoi? Bah quand je vois à quel point les contestataires contre moi sont virulents, sont violents, sont agressifs, touchent à ma compagne qui s'en prend plein la gueule alors qu'elle a rien demandé à personne, à ma mère qui reçoit des messages, des choses comme ça, et ben je me dis, merci de me défendre. Ça fait plaisir, sans être virulent et tout ça, mais ça fait plaisir que vous me défendiez et que parfois, quand on m'envoie des messages et tout ça, vous rétablissiez certaines vérités parce que le problème de Twitter, c'est qu'au-delà de la contestation, il y a aussi beaucoup d'inventions, beaucoup d'inepties, et je pense que c'est ça qui est le plus fatigant, c'est les gens qui t'inventent une vie, les gens qui t'inventent des choses, des propos, des trucs, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils répètent simplement ce qu'on leur a dit, ils répètent simplement ce que quelqu'un leur a dit, ah bah tiens, va dire ça. Voilà. Moi je vous le dis, j'ai aucun proche à moi sur Twitter, ni Cédric, ni Vanessa, ni Séverine, ni Elodie, ni Laura, etc. Aucun n'a de compte, à ma connaissance, ni ma mère, encore moins, parce que avant qu'elle se servir de Twitter, ça serait déjà un cadeau. Mais non, et je pense que il faut laisser ces choses s'apaiser. J'espère que ça va s'apaiser parce qu'il y a des gens qui se font attaquer derrière. J'ai vu des gens qui me défendent, qui se font attaquer, à qui on dévoile des identités, etc. de manière extrêmement agressive, et je trouve ça tellement dommage, et j'espère que ça va s'apaiser. Je le souhaite déjà pour vous, pas pour moi, mais pour vous, parce que ça doit être usant, comme ça, d'essayer de se défendre et de défendre ses opinions au quotidien, face à des personnes, des fois, qui sont tellement bornées, qui, même face à la vérité, ils ne l'accepteront pas. Hein, il paraît que ça s'appelle la mythomanie. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai reconnu tout ce que j'avais fait. Hein. Mes mensonges, tout ça, je l'ai reconnu. Je veux dire, si j'étais mythomane, je croirais à mes mensonges,
mensonge, sauf que je suis totalement conscient de mes erreurs, je suis totalement conscient de ce que j'ai fait de mal, à qui j'ai fait du mal, etc. Je le sais, et j'essaie de réparer ça au quotidien. Mais voilà, au bout d'un moment, de toute façon, c'est très fatigant, donc j'espère que ça va s'apaiser. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que ça aille de nouveau crescendo. C'est vraiment une chose qui me fait peur, et j'en parlais justement avec cette personne-là l'autre jour. C'est que j'ai dit, face à ce qui est en train de se passer, j'ai vraiment l'impression d'une montée en pression, en plus avec les échéances qui sont en train de se dérouler avec les enfants et tout. On a l'impression que les gens prennent ça tellement à cœur. On a l'impression que c'est leur propre enfant et tout ça, ou que leur idole est tellement idolâtrée qu'il est impossible qu'on touche à l'idole, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, que du coup il y a une montée en pression tellement importante que moi ça me fait peur. Ça me fait peur d'une chose, c'est qu'il y a eu des cas de fanatisme comme ça dans l'histoire. Je vais vous en lister quelques-uns. John Lennon, Selena Quintanilla aussi, et Rebecca Schaeffer. C'est 3 personnes qui ont été assassinées par un fanatique. Une personne qui était normalement fan, qui était une fan inconditionnelle, qui est tombée dans le harcèlement, qui est tombé dans la haine, contestation. Et finalement, face à une déception trop grande de leur idole, face au fait d'avoir été réprimé comme ça plusieurs fois, d'avoir été conduit plusieurs fois, à plonger dans l'inévitable, c'est s'en prendre directement à l'idole. Bon, moi je fais plus de 100 kilos, je doute que dans les haineux, il y en a qui se ramènent avec un pétard. Hein, donc bon, puis bon... Enfin, je sais pas. J'ai pas vraiment peur de ça, mais moi, ça me fait peur vis-à-vis de tous les autres influenceurs qui sont peut-être plus fragiles. Et je me dis qu'un jour, malheureusement, ce ne serait pas surprenant, ça serait tristement pas surprenant qu'il y arrive un drame, parce qu'un des pros, un des fans, etc., se retrouvera tellement déçu, tellement énervé, tellement en colère de s'être fait manipuler, ou je ne sais pas, il en arrivera peut-être à commettre l'irréparable, ou peut-être des violences physiques, hein. Attention, là, je parle d'irréparable, mais ça peut aller peut-être à certaines violences physiques, le stalking aussi, faire du sitting devant chez quelqu'un, prendre des photos, etc., ça c'est déjà vu. Je trouve que ça va de plus en plus loin, alors je me demande, est-ce que tout ça c'est normal? C'est la conclusion de ma vidéo après 1 heure de rush, plus d'1 heure. Est-ce que tout ça est normal? Est-ce que ce comportement est normal? Ces contestations sont normales? Je ne sais pas. Contester quelque chose, oui, on a le droit de contester, on a le droit de donner son point de vue, c'est la liberté d'expression même. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Tu peux contester. Je vois des gens qui me critiquent sur Twitter. Je vois, il y a des gens qui disent oui, sa barbe est dégueulasse, ça, ok. Mais il y a toujours cette ligne rouge à ne pas dépasser, et je pense qu'elle est dépassée depuis très longtemps par certaines personnes. J'ai déjà porté plainte sur Twitter, plusieurs personnes, ça m'est déjà arrivé. Malheureusement, c'est très difficile, très compliqué. Twitter n'est pas du tout Twitter ne collabore pas du tout avec les autorités vis-à-vis de fournir les identités des gens, les IP, etc. Mais je pense que la ligne rouge a été dépassée depuis très très longtemps. Conclusion de cette analyse qui est comme ça, et je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter, je pense que c'est pas prêt de se finir, et je pense que ça va aller de pire en pire. Voilà. Je suis pas du tout optimiste dans mon analyse et mon étude de cas, dans la mesure où j'ai trop d'éléments actuellement devant moi et que j'ai pu récupérer qui me laissent penser que ça ne va pas s'arrêter et que ça va aller de plus en plus. Donc je vous le dis, si vous êtes sur Twitter, que vous me défendez, et là je parle à la communauté qui me défend, ne vous bouffez pas la vie. Si vous sentez que ça vous prend trop de temps, ça vous prend trop aux tripes, que vous êtes trop attaqué, etc., lâchez l'affaire. Je ne vous en voudrais pas. De toute façon, on se doit rien, vous et moi, de toute manière. Moi j'ai rien demandé à personne. Je vous remercie simplement de le faire. Ne bouffez pas votre vie avec ça. Je sais que c'est toujours difficile d'avoir un débat avec quelqu'un parce qu'on a toujours envie d'avoir raison. On pense toujours être le seul à détenir la vérité. Donc on essaie d'exposer ses arguments, etc. Mais au bout d'un moment, vous avez une vie de votre côté. Donc ne vous bouffez pas sur Twitter à essayer de me défendre ou quoi que ce soit, si vraiment ça vous pèse, si vraiment ça vous porte préjudice. Parce qu'ils vont tout essayer. C'est des personnes qui vont tout essayer pour vous détruire, pour vous mettre au plus bas et pour vous annihiler, vous anéantir. Voilà. De toute façon, c'est malheureusement la conclusion de mon analyse, c'est que c'est des gens, le petit pourcentage de très 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 fanatiques, j'aime pas le mot fanatique, ça fait vraiment péjoratif, mais le pourcentage de très déterminés, des gens très déterminés, ce pourcentage-là sont capables de beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait peur. Cette ligne rouge a été dépassée depuis très très longtemps et on ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à aller. Donc faites redescendre la pression, mettez des comptes Alf, des comptes Peggy Chou, rigolez entre vous, des photomontages. Là j'ai vu un photomontage de moi sur un vélo là, avec une grosse roue et tout ça. J'ai rigolé. J'ai vu un photomontage de moi avec ma réplique d'Airsoft sur un fond post-apocalyptique et tout. J'ai rigolé. Mais moi ça me fait rire. Des fois je montre à Laurent, on m'envoie des captures. On me dit ah regarde ce qu'ils ont fait comme photomontage sur toi. Mais moi ça me fait rire. Je dis ils sont cons. Je dis putain. Ça c'est drôle. Critiquez ma barbe. Critiquez ma baraque. Critiquez des choses comme ça. Le Q7 qui est pas là depuis 1 an. Vous comptez les jours. Ouais, vous comptez les jours depuis la panne. Ça fait 1 an qu'il est en panne. Mais c'est rigolo. C'est de bonne guerre. Mais il y a des gens dans le pot là qui c'est. Et là je serais pas objectif du tout en disant que c'est la mauvaise graine. Hein. Et le jour où tout ça disparaîtra, ils iront sur un autre hashtag. Et ils recréeront le même comportement. Parce que je pense que c'est des gens qui ne font pas ça dans la vraie vie. C'est des gens qui ne font pas ça dans la réalité. C'est pas possible.
possible. Ça m'étonnerait que ces personnes-là aillent dans la rue, prendre des photos des gens qu'ils aiment pas, et puis commencer à leur prendre la tête. Ils ont pas de courage, ces gens-là. Faites attention à ce que vous faites sur Internet, de toute façon. Ça peut nous pourrir la vie, ça peut nous bouffer. Soyez forts, vivez votre vie réelle, IRL, comme vous le pouvez, comme vous le voulez. Et c'est ça qui est beau. Big up à tous ceux qui me défendent. Merci beaucoup à tous ceux qui restent modérés dans leurs propos. Ceux qui me critiquent avec modération ou avec la forme, une belle forme. Tu vois. Et puis, on va y arriver. Je pense pas que je reviendrai sur le cas de Twitter dans une prochaine vidéo. Là, c'est une vidéo extrêmement longue et je pense que j'ai suffisamment étudié le dossier. Je continuerai d'observer ça un peu de loin, voilà, ce qu'on m'envoie sur Instagram, etc. Je continuerai de zioter un petit peu et tout, mais comme je vous ai dit, ne vous bouffez pas avec tout ça. Voilà, merci, des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, la commenter, donnez votre opinion. Très important, elle m'a demandé énormément de travail. Ça fait le mec, s'il vous plaît, j'ai beaucoup travaillé, s'il vous plaît. Non, mais elle m'a demandé beaucoup de travail. Là, le montage, il va prendre beaucoup de temps aussi. J'ai essayé de faire quelque chose de différent d'habitude et soyez gentils, c'est gratuit donc façon de faire un like et tout ça. Allez, des bisous, merci à tous, à très vite.